Naples, l'une des plus belles villes d'Italie, mais aussi l'une des plus dangereuses. Une ville où la vie ne tient qu'à un fil. Car s'il y a la Camorra, les bandits napolitains, il y a aussi le Vésuve et les champs flégréens. Cette gravure représente Alessandra Sabrini, une bohémienne volcanique, certainement l'une des plus belles femmes de Naples. Elle avance radieuse sur les quais de Pozzuoli, une petite station balnéaire à quelques encablures de Napoli. C'est la fin de l'été. Un contre-jour souligne délicatement ses courbes délicieuses. Les hommes se retournent, éblouis. Un parfum sensuel, le déclic d'un briquet, la fumée d'une cigarette, un sourire charmeur. Leur cœur déjà chavire. Mais tous ignorent que le vrai danger se situe sous leurs pieds. Regardons de plus près, sous les dessous d'Alessandra, en dessous de ses bottines lacées, sous les pavés, à la verticale, à moins de 3 km. Les champs flégréens, un volcan souterrain classé parmi les volcans les plus dangereux du monde. La dernière éruption, en 1583, avait formé de nouvelles montagnes et de nouveaux lacs. L'activité de ce volcan s'accompagne d'un lent mouvement cyclique du sol. Ce mouvement s'effectue avec une telle lenteur qu'on n'y prête plus attention, à part peut-être quelques géomètres qui en perdent leur latin. Pas de quoi toutefois faire perdre l'équilibre ou la tête à la belle Alessandra. Et pourtant, ce mouvement pourrait s'accélérer du jour au lendemain et au final, générer une éruption parmi les plus terribles que n'ait jamais connue l'Italie. Juste au-dessus de l'épaule d'Alessandra, le Vésuve, dont le réveil est une quasi-certitude aux yeux des scientifiques. L'éruption attendue devrait dégager une énergie colossale, détruisant tout sur son passage sur plusieurs kilomètres en quelques secondes. Une éruption similaire à celle de 1631 qui a tué 4000 personnes. Une éruption qui a décapité le volcan avec des poussières volcaniques dispersées jusqu'à Constantinople. Alessandra poursuit cependant sa route avec cette délicieuse insouciance qui fait le charme napolitain. Pourtant, le risque est bien là. Ces deux terribles volcans ne sont pas situés en plein désert, mais à proximité d'une ville de près d'1 million d'habitants. Des habitants qui ne semblent pas particulièrement inquiets, absorbés par leur quotidien, la circulation, les klaxons, les bouchons. Des habitants qui aiment leur quartier, leur baie, leur volcan. Des habitants qui ne semblent pas prêts à quitter leur ville, inconscients de leur vulnérabilité. Car le risque, c'est le produit de l'aléa par la vulnérabilité. L'aléa, c'est la probabilité d'éruption. La vulnérabilité, c'est l'ensemble des dommages qu'elle peut faire. À Naples, l'aléa et la vulnérabilité sont forts. Le risque est donc très élevé. Pendant longtemps, l'aléa n'a pas été mesuré. On ne comprenait pas les mécanismes des éruptions. On ne pouvait prévoir ni l'intensité des manifestations, ni leur périodicité. On dispose aujourd'hui d'un impressionnant dispositif de surveillance dédié à la détection, à la mesure des signes avant-coureurs, apparition de secousses sismiques, trémors, déformation du sol, augmentation de la température, émission accrue de gaz et variation de leur composition chimique. C'est la conjonction de ces signes qui permet d'évaluer la probabilité d'éruption et de magnitude. Les vulcanologues peuvent ainsi, à partir de ces signes et de l'histoire du volcan, créer des cartes de risque pour optimiser l'évacuation. La vulnérabilité et la sensibilité à l'aléa. Elle possède une dimension humaine, économique, sociétale, voire même psychologique. Ainsi, la vulnérabilité peut être liée à des raisons religieuses. Dans de nombreux pays, les volcans, par exemple en Indonésie, sont des divinités et la mort une fatalité. Il y a également le poids des habitudes. Les populations qui vivent à proximité se sont habituées à la présence des volcans. Les éruptions sont de fait très espacées et le danger paraît toujours lointain et incertain. À cela s'ajoute la pression démographique et la spéculation immobilière qui amènent les populations à se rapprocher des zones les plus dangereuses. Sur les champs flégréens, les maisons d'habitation, les villas, les commerces se sont progressivement rapprochés du cratère principal. De la même façon, sur les flancs du Vésuve, en l'absence de tout contrôle, l'urbanisation a gagné du terrain. Une ville grouillante encercle aujourd'hui le volcan. Cette expansion anarchique, on s'en doute, ne s'est pas accompagnée d'un aménagement des voiries compatibles avec une évacuation rapide. À Naples, l'immense majorité des habitants se fie au sang de San Gennaro. Le sang du saint, conservé dans une fiole depuis le IVe siècle, est présenté au public 2 fois par an. S'il se liquéfie rapidement au cours de la cérémonie, Naples est protégée. À la limite, peu importe la mise en garde des volcanologues.
Cette dangereuse insouciance napolitaine s'incarne encore dans cette merveilleuse chanson Funiculi Funicula, créée en 1880 pour faire la publicité du funiculaire du Vésuve et immortalisée par le grand Caruso. Notons que seule la chanson a survécu à la destruction définitive du funiculaire lors de l'éruption de 1944. Dans le monde, il y a aujourd'hui plus de 500 millions de personnes qui vivent sous la menace directe des volcans actifs et de leurs manifestations. Depuis 1985, environ 2 millions de personnes ont été évacuées en raison d'éruptions ou à la suite de menaces d'éruption. En cas d'éruption, les dommages causés par les coulées dépendent de la proximité ou non de zones d'habitation et de production. Aux USA, en 1980, l'éruption du mont Sainte-Hélène, située pourtant dans une zone faiblement urbanisée, a coûté près de 1,5 milliard de dollars, l'équivalent du PIB du Mali à la même époque. On imagine le coût d'une éruption qui toucherait l'agglomération de Naples et ses 3 millions d'habitants. Plus haut jouent les panaches et leur déplacement sur des distances parfois considérables. Le plus souvent, ils se limitent à l'atmosphère, comme ce volcan islandais au nom imprononçable, Eyjafjallajökull. Enfin bref. Son éruption en 2010 a dégagé un énorme nuage de cendres dans un couloir aérien intercontinental. Il a perturbé le trafic aérien et interrompu de nombreuses chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Une éruption qui a causé des pertes financières colossales, estimées approximativement à 5 milliards de dollars. Parfois plus imposants, les panaches pénètrent dans la stratosphère. Leur effet devient plus global. À l'échelle de notre planète, ils peuvent alors modifier de façon plus ou moins durable le climat. C'est le cas d'un autre volcan islandais, le Laki. En 1783, son éruption explosive se poursuivit par d'incessantes émissions de lave pendant 9 mois. Les cendres couvrent alors toute l'île, entraînant une famine qui décime environ 20% de la population islandaise. Durant l'été, un anticyclone puissant détourne les émissions volcaniques vers le reste de l'Europe. 122 millions de tonnes de dioxyde de soufre sont ainsi émis dans l'atmosphère. Durant l'hiver 1784, un nuage de poussière recouvre les 2/3 de la France. Les années qui suivent sont alors marquées par des phénomènes météo extrêmes. Sécheresse, hiver très rigoureux. On disait que le pain gelait sur la table et les corbeaux en plein vol. En été, les orages et les grêlons, dont certains atteignirent 5 kilos, détruisirent presque toutes les récoltes, entraînant disette et famine. Le 14 juillet 1789, le prix du blé atteint même un niveau record. La suite, nous la connaissons. À l'université Clermont-Auvergne, le travail des économistes complète celui des volcanologues et s'appuie sur leurs cartes de risque. Comment les populations perçoivent-elles le risque, en fonction de leur religion, de leur perception sociologique? Quelles sont les informations dont elles disposent? Quels sont les éléments qui pèsent dans la décision de migrer ou non vers une zone protégée? Quel sera enfin le coût économique voire politique d'une évacuation? Comment se traduiront les baisses de revenus liées à la catastrophe? Y aura-t-il prélèvement sur la consommation, avec le risque de voir apparaître des dommages économiques irréversibles? La réduction des dépenses se fera-t-elle au détriment des dépenses de santé et d'éducation? Ou au contraire, y aura-t-il un investissement dans l'éducation pour que les générations futures puissent bénéficier d'une vie meilleure? Terminons sur une touche plus colorée. L'éruption du Krakatoa en mai 1883 a émis une quantité inhabituelle de dioxyde de soufre dans la stratosphère. Ces poussières sont à l'origine de couchers de soleil flamboyants que l'on a pu observer un peu partout dans le monde et qui inspira à Munch son célèbre tableau, Le Cri.